Bonjour, c'est Bistenkirk. Ça y est, ça devient concret. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir passer d'un fichier 3D à de vraies jantes usinées sur mesure dans un bloc de métal. Les disques plats vont servir à faire ce qu'on appelle dans le jargon ferroviaire le boudin. Et comme cette pièce entre en contact direct avec le rail, elle est faite dans un acier ayant une résistance similaire à celle du rail pour ne pas s'user trop vite. Les jantes vont être taillées dans ces 4 blocs en aluminium, car l'alu a le mérite d'être presque 3 fois moins lourd que l'acier. Les 2 blocs les plus épais vont servir à la fabrication des jantes arrière qui rentrent plus profondément dans la carrosserie. On remarque qu'une des jantes a déjà commencé à être dégrossie par tournage pour faire un test, mais le plus gros reste à faire. Normalement, après 2 jours d'usinage, on pourra enfin mettre la Boxer sur des rails, et ça, je le dois en grande partie à certains d'entre vous qui ont répondu à mon post Facebook pour m'aider à trouver un usineur. Alors, j'ai reçu plusieurs offres et mon choix s'est finalement porté sur MBP, donc un grand merci à Carlos Mendes pour m'avoir mis en contact avec Mathieu Cour qui dirige cette entreprise. Et franchement, cette usine a de quoi séduire, car ils ont des machines-outils d'usinage à 5 axes Mazak dernier cri, tout droit importés du Japon. Ces bécanes sont de vrais bijoux de précision et permettent d'usiner des formes complexes avec une finition étonnante. Avec ça et d'autres machines, ils produisent des pièces pour des engins agricoles, pour l'armée, mais aussi pour le ferroviaire, ce qui tombe plutôt bien vu la nature du projet. Mais n'allez pas croire que d'avoir des machines de pointe et un fichier 3D rendent la tâche simple. C'est pas aussi facile que d'utiliser une imprimante 3D, car on n'ajoute pas de la matière, on en retire. Du coup, la tête de découpe peut heurter la pièce et l'abîmer, ou pire encore, elle peut se casser. Et si ça arrive pendant la phase de tournage à haute vitesse, la pièce cassée peut devenir un projectile mortel capable de traverser les parois de la machine. Donc, pour éviter ça, avant de lancer la fabrication de la jante, les opérateurs doivent simuler l'usinage avec le logiciel 3D Mastercam, qui est une référence dans ce domaine. On positionne le modèle 3D de la jante dans le bloc d'aluminium, puis on détermine la position du bloc d'alu dans la machine pour pouvoir ensuite programmer les étapes. Pour commencer, on va dégrossir avec un tournage à haute vitesse et on va aussi voir les différents outils qui vont intervenir sur la pièce, dans quel ordre et avec quel angle. Ça permet d'identifier les collisions avec le mandrin ou la table et d'y remédier manuellement, par exemple en changeant un angle d'inclinaison. En fait, cette première étape est plus complexe qu'elle en a l'air. La matière brute a des contraintes internes dues à l'orientation aléatoire des fibres dans le métal, car c'est du métal coulé et non forgé. Du coup, ces contraintes internes peuvent déformer la pièce quand on va retirer de la matière. En clair, on pourrait se retrouver avec une jante voilée. En enlevant progressivement de la matière par fines couches, on va libérer ces contraintes de façon progressive, ce qui évite la déformation. Mais pour avoir un travail parfait, avant d'attaquer les finitions, c'est-à-dire retirer entre 5 dixièmes et 1 mm de matière, il va falloir desserrer un peu les pattes de maintien pour relâcher les tensions à la base de la jante. Cette grosse épaisseur de métal à la base évite que la jante ne se déforme trop. Mais ensuite, quand on va retourner la jante pour tailler cette épaisseur, il n'y aura plus rien pour empêcher la jante de se déformer pendant l'usinage. Il va donc falloir tailler dans de l'acier une pièce spéciale qui va à la fois servir de support pour maintenir la base de la jante, mais qui va aussi être assez résistante pour l'empêcher de se déformer pendant le processus d'usinage. Allez, il est temps de passer de la théorie à la pratique en chargeant le bloc d'aluminium par l'avant de la machine. Puis, l'opérateur ne doit pas oublier de serrer fermement les pattes de maintien situées à la base du bloc. Une fois les portes refermées, le mur pivote pour amener le bloc au cœur de la machine. À présent, on commence la phase de dégrossissage pour uniformiser la surface. Puis, on va percer le centre, ce qui va permettre aux outils de retirer de la matière par couche en partant du centre. L'eau qui est abondamment projetée sert à la fois à évacuer les copeaux, mais surtout à refroidir le métal, car s'il chauffe trop, il risque de se déformer. Maintenant que la matière est dégrossie, l'opérateur arrête la machine pour ajouter des cales anti-déformation. Et c'est reparti pour la phase de tournage avec une tête de découpe très dure dont l'extrémité est faite d'un alliage ultra résistant de carbure de tungstène et cobalt. Et là, je ne vous cache pas que c'est à la fois un grand moment de joie mais aussi d'angoisse. Car si on s'est planté dans nos calculs, à 8 000 € les 4 jantes, on n'aura pas de seconde chance. Et à ce propos, je tenais à remercier chaleureusement les 64 personnes qui ont généreusement participé à la cagnotte pour l'usinage des roues, car entre les dons PayPal et ceux sur onparticipe.com, c'est tout de même 1 498 € et 50 centimes qui ont été récoltés. Alors, même si on est loin des 8 000 € nécessaires à l'usinage des jantes, c'est quand même pas si mal pour un projet aussi décalé que celui de mettre une Boxer sur des rails. Et au-delà de l'aspect purement financier, ça fait quand même du bien au moral de recevoir de temps en temps le soutien de ceux qui me suivent et apprécient mes vidéos. Bien entendu, 64 participants sur 13 000 abonnés, ça peut paraître dérisoire, mais j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein que l'inverse.
Et puis pour ceux qui veulent encore m'aider, c'est pas perdu, puisque comme le projet n'est pas fini, et que comme vous allez le voir bientôt, les frais vont continuer à pleuvoir, j'ai laissé la cagnotte ouverte pour ceux qui veulent me filer un coup de main. Comme d'habitude, le lien est dans le descriptif sous cette vidéo. Une fois que la partie intérieure a été dégrossie, la machine change automatiquement d'outil en puisant dans un immense magasin de stockage qui est sur le côté gauche. Ce nouvel outil, d'un diamètre très large, va permettre de percer jusqu'au trou du cache-moyeu en arrosant abondamment pour éviter que le métal ne chauffe trop. Une fois que la pièce a été traversée, l'eau a enfin un passage pour pouvoir s'évacuer. Ce qui veut dire qu'à présent, on va pouvoir arroser fortement les têtes de découpe et ainsi limiter le risque de déformation de la jante à cause de la chaleur durant les prochaines étapes. On remarque que la tête s'incline pour faire les parties les plus enfoncées de la jante, mais cette inclinaison ne suffira pas pour creuser la grande partie concave. Un autre outil en T est nécessaire et cette fois la tête va rester droite. Pour faire la partie extérieure de la jante, l'opérateur doit arrêter la machine pour retirer les cales anti-déformation. Puis le processus d'usinage reprend pour creuser la partie qui maintient le pneu. Normalement, cette partie est identique à la forme de la roue galette pour que le pneu puisse s'adapter dessus sans problème. À l'arrivée, la jante est remplie de copeaux et doit être nettoyée avant de continuer. Mais ce n'est rien en comparaison de ce que l'on récupère à l'arrière de la machine et qui va être renvoyé en fonderie. Maintenant, il faut retourner la jante pour donner la forme courbe à la partie qui contient les 5 branches. Mais comme nous l'avons vu dans la simulation, pour pouvoir retourner la jante, on doit d'abord usiner un centreur en acier qui va permettre de maintenir la jante fermement lors de l'usinage de la partie bombée des branches, tout en la préservant de toute déformation. La partie tournage est enfin terminée. On va s'attaquer à l'espace vide entre les branches de la jante, tout d'abord en perçant 5 gros trous pour entamer la matière et les élargir ensuite en faisant pivoter d'avant en arrière le support et la fraiseuse de droite à gauche. Ce premier trou, assez grossier, permet de gagner du temps en enlevant le gros de la matière et dégage le passage pour des outils plus fins qui vont dessiner les formes complexes de jonction entre les branches et la périphérie de la jante. On commence enfin à voir la forme définitive apparaître. Après avoir pris une courte pause pour laisser la matière refroidir, on attaque l'étape finale, c'est-à-dire les trous pour les goujons et celui de la valve. Sans compter le temps de préparation des fichiers 3D et le temps pour fabriquer le support, il aura fallu 4 heures pour passer d'un cylindre brut en aluminium de 80 kg à une jante de 15 kg. Pour le disque en acier, l'opération a été un peu plus rapide puisqu'il n'a fallu que 2 heures d'usinage pour passer de 78 kg à 20 kg d'acier, soit presque 4 fois moins. Mais ce temps est à relativiser car le plus long ce n'est pas l'usinage. En effet, il aura fallu préalablement faire 4 heures de réglage machine en amont, soit 2 fois plus de temps que la découpe elle-même. Le résultat est bluffant, ça ne se voit pas vraiment à la caméra, mais il faut s'imaginer que la surface n'est pas du tout rugueuse. Elle est aussi douce que si elle était peinte. Et pour le disque en acier, c'est pareil, le rendu est juste magnifique. La bonne nouvelle, c'est que les deux pièces s'emboîtent correctement et que les trous pour visser les 10 boulons sont parfaitement positionnés et taraudés. Tout ayant été fait en commande numérique, j'étais pas trop inquiet sur le sujet. Non, ce qui me préoccupait vraiment, c'était de savoir si elle se montrait sur la voiture sans rien frotter et si l'écartement entre les roues serait le même que l'écartement des rails de chemin de fer. Du coup, avant de les ramener avec un break, je me suis tapé 7 heures de route aller-retour avec ma Boxster pour pouvoir les tester en usine et les corriger au besoin. Je mets donc ma voiture sur cric pour démonter la roue d'origine et on m'apporte la roue spéciale rail. J'avoue qu'on a un peu galéré à mettre la roue, même à 3, car on s'est rendu compte que le trou du centreur est trop large de 2 mm. Du coup, sachant que cette jante pèse plus de 35 kg, c'est pas évident de la tenir à bout de bras tout en tentant de la positionner face au trou des goujons. En théorie, les boulons du disque en acier peuvent supporter le poids de la voiture, mais je me méfie de la théorie. Alors j'ai descendu la voiture tout doucement et comme prévu, rien n'a bougé. Il est temps de mettre la seconde roue et là encore, tout s'est bien passé. Ni l'étrier, ni le ressort de suspension, ni aucun élément du passage de roue ne touche la roue, même quand on installe les passagers à bord. Vient à présent le grand moment de vérité, il faut mesurer pour vérifier que l'écartement est bon. Vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que ça a été, parce que l'écartement, c'était un peu la partie empirique du projet. Du coup, on était prêt à déboucher le champagne, mais avant ça, je me suis quand même dit qu'il valait peut-être mieux d'abord tester les roues arrière. Et j'ai bien fait de pas me réjouir trop vite. En effet, au niveau des roues arrière, la barre du tirant de suspension empêche de passer la jante. Si la roue galette n'avait pas ce problème, c'est tout simplement parce qu'elle ne va pas au-delà du disque de frein. Mais putain, comment c'est possible de se planter à ce point? C'est justement pour ça que j'avais fait un proto en plastique. Je peux pas croire que j'ai raté ce détail en testant le proto sur les roues arrière. Mais bon, se lamenter sur le passé ne sert à rien.
Le problème était là et il fallait impérativement trouver une solution qui n'implique pas de refaire toute la jante parce que de toute façon, j'ai pas le budget. En étudiant le modèle 3D, on s'est rendu compte qu'on pouvait raboter l'intérieur de la jante de 4 mm sans trop fragiliser la structure. Mais l'idée ne m'emballait pas trop, car d'une part, on n'était pas sûr que 4 mm ce soit suffisant pour faire passer la jante, d'autre part, l'opération allait quand même me coûter 750 €. Et dépenser une telle somme sans être sûr du résultat était une idée qui m'enthousiasmait assez peu. Et c'est dans ce grand moment de désespoir, où aucune solution crédible ne pointait le bout de son nez, qu'un petit détail m'est revenu à l'esprit. Je me suis rappelé que sur les boxers de Elite 5, on pouvait monter des jantes 16 pouces, mais pas sur les boxers S comme la mienne. Et si le problème venait de là? Oui, parce que quand on a conçu les jantes, on a pris toutes les mesures sur la 2 litres 5 de mon père, étant donné que c'est elle qui va finir sur les rails. Ben quoi, soyez pas surpris, vous doutez bien que quitte à risquer de bousiller une voiture, je préfère que ce soit une 2 litres 5 phase 1 de 230 000 km qui ne m'appartient pas, que ma Boxster S phase 2 de 85 000 km, immaculée et blindée d'options. Faudra juste que je trouve le temps de prévenir mon paternel du glorieux destin qui attend sa voiture. Bref, revenons à la problématique des roues. En revisionnant le test du prototype en plastique sur la 2 litres 5, je me suis rendu compte qu'effectivement, la barre du tirant de suspension ne dépasse pas du disque de frein. Donc, en théorie, la jante devrait passer. Il ne me restait donc plus qu'à revenir une seconde fois chez MBP pour récupérer les jantes avec une voiture un peu plus spacieuse et ensuite d'amener tout ça à 3 pour les tester sur la Boxster 2 litres 5 de mon père. Après avoir retiré les jantes d'origine, j'ai tenté de mettre les jantes arrière. Et cette fois, j'ai pu constater avec soulagement que sur une 2 litres 5, les roues arrière s'adaptaient sans problème à la voiture. Ouf. Du coup, j'ai aussi monté les roues à l'avant pour mesurer si l'écartement avant-arrière était le même. Après avoir mesuré, je me suis dit que cette fois, j'allais enfin pouvoir déboucher le champagne, car l'écartement était de 143 cm à l'avant comme à l'arrière, ce qui était parfait, sachant que l'écartement théorique entre les rails est de 143,5 cm. Les 5 mm de marge sont idéales pour éviter un frottement permanent sur le flanc du rail et pas trop éloigné pour pouvoir passer les aiguillages. Mais avant de crier victoire, il me restait un dernier problème à résoudre. Comme nous l'avions vu tout à l'heure, le trou du moyeu est trop large. Et comme cette fois je n'avais personne pour m'aider à tenir la roue pour centrer pendant que je visse, j'ai eu beaucoup de mal à visser les goujons et j'ai bien failli fausser le pas de vis. S'il y a bien une chose dont j'ai pas envie, c'est de me retrouver bloqué sur une voie de chemin de fer désaffectée avec un pas de vis faussé. Il me fallait donc une solution. J'ai alors taillé 4 sections dans un tuyau en plastique de PVC de 2 mm d'épaisseur. Comme le diamètre était trop grand pour aller dans le trou du moyeu, je l'ai ouvert pour retirer 2 cm au diamètre, puis il ne me restait plus qu'à l'insérer dans la jante. J'ai ensuite testé en remettant la jante sur la voiture et cette fois je n'ai eu aucune peine à faire pivoter la jante pour la mettre face au trou des goujons. Comme on peut le voir, ce petit morceau de PVC s'adapte parfaitement et compense le manque de matière. C'est un grand cap qui vient d'être passé aujourd'hui, car non seulement les jantes sont usinées, mais les tests d'assemblage et d'écartement sont tous les deux concluants. Même s'il reste encore à remettre les pneus pour pouvoir tester la voiture sur des rails, aujourd'hui, pour la première fois, je suis très confiant car le plus dur est derrière nous. Cela dit, avant de remettre les pneus et de tester sur une voie de chemin de fer, on va quand même prendre la peine de peindre les jantes. C'est pas utile, mais c'est beau. Et comme je l'ai déjà dit, quitte à faire un truc absurde, autant le faire bien. Allez, à la prochaine!